Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre preview habituelle de cette grosse semaine de Champions League. On a donc Porto-Roma, PSG Manchester, Real Ajax et Dortmund Tottenham, qui sont objectivement 4 superbes affiches, et qui nous offrent en plus 8 équipes aux dynamiques bien diverses. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce que ça joue? Qui va passer? Et comment? Alors on attaque avec le 8ème qui a peut-être été le plus snobé pour l'instant, et pour des raisons de programmation déjà, parce que c'était systématiquement sur le même créneau que Paris-Manchester, mais peut-être aussi pour des raisons sportives, tant on a du mal à imaginer une de ces deux équipes aller au bout, c'est bien sûr Porto-Roma. Au match aller, on se souvient que la Roma l'a emporté 2-1, tous les buts ont été marqués entre la 70e et la 79e, avec d'abord un doublé de Nicolo Zaniolo, et puis la réduction du score, le but à l'extérieur de l'espoir, inscrit par Adrián Lopez. C'était plutôt un résultat logique, même si la physionomie était assez particulière, avec une Roma qui laissait volontiers le contrôle du ballon à Porto, alors qu'elle évoluait à domicile, et qui a eu seulement 43% de possession, mais qui s'est procuré quand même les meilleures occasions. 14 tirs à 7, et surtout 9 tirs cadrés à 2. Alors instinctivement, je dirais que c'est un plan de jeu, et je suis assez sûr d'ailleurs que c'est un plan de jeu parce que ça avait l'air vraiment volontaire. Tous les ballons récupérés étaient ensuite joués très vite vers l'avant, beaucoup de transitions rapides, verticales, et ça cherchait pas à recycler patiemment, mais plutôt par exemple à abreuver Dzeko de ballons longs, et ensuite petite déviation pour Zaniolo par exemple. Et donc ce plan de jeu, je suis pas sûr qu'il soit très approprié aux forces de la Roma, tant cette équipe est poreuse défensivement. Et donc si t'es Di Francesco, je suis pas sûr que tu veuilles passer la majorité de la partie acculé devant ton but. Sur les 9 dernières rencontres, la Roma c'est qu'un seul clean sheet contre la Lanterne Rouge, le Chievo, c'est 3 buts encaissés à Bergame, 2 à Frosinone, 7 à la Fio en Coupe d'Italie, et encore 3 ce week-end dans le Derby de Rome, perdu 3-0. Niveau classement, ils sont pas encore totalement largués dans la course à la Ligue des Champions, mais c'est un petit miracle qui doit beaucoup aux saisons mouvementées de leurs concurrents, et à un certain degré de réussite aussi, parce que quand on regarde les stats avancées, le fameux classement corrigé en fonction des expected goals, la Roma sombre à la 7ème place, c'est quoi qu'il en soit la 10ème défense de Serie A, et c'est pas étonnant. Manolas s'est totalement abandonné par Fazio, Juan Jesus c'est pas à la hauteur, et derrière eux le Danois Robin Olsen, qui a remplacé Alisson cet été, est franchement décevant. Mais le truc c'est qu'en face, t'as Aboubakar qui s'est fait les croisés en début de saison, et Moussa Marega, qui avait été élu dans l'équipe type UEFA des phases de groupe et qui réalise vraiment une belle année, était forfait pour le match aller à Rome. Et donc Porto a dû jouer en 4-4-2 sans ses deux buteurs titulaires, avec une paire Suarez-Fernando très peu inspirée. Niveau état de forme récent maintenant, c'est pas facile à juger, mais Porto ce week-end a quand même perdu la tête de la Primera Liga en étant battu chez eux par Benfica 2-1, ce qui est pas de très bon augure avant de recevoir la Roma mercredi. Mais c'est une défaite qui sur le fond est quand même un peu sévère, et surtout la bonne nouvelle c'est que Moussa Marega a fait son retour, et il a joué 90 minutes, donc il devrait commencer d'emblée contre la Roma. Pour conclure sur ce match donc, on a déjà vu un Porto plus en forme, et les Romains sont pas si catastrophiques que ça. Il y a notamment la relation Dzeko-Zaniolo qui donne plutôt satisfaction, et surtout quand on sait que Zaniolo a seulement 19 ans, mais malgré tout, je vois Porto bénéficier de son but à l'extérieur et renverser la vapeur à domicile. Je vois un but de Marega pour son retour, et je vois donc une courte victoire 1-0, suffisante pour allier l'écart. On enchaîne ensuite avec la seconde manche de ce qui était peut-être le meilleur match aller de ces 8ème, et qui pour moi était Real Ajax. Alors il y a 3 semaines à Amsterdam, le Real avait été considérablement bousculé par l'Ajax, qui avait ouvert le score avant que l'arbitrage vidéo n'intervienne de manière un peu discutable, et qui avait enflammé la partie surtout en empilant les joueurs offensifs, et en jouant tous les coups à fond, en combinant 2 fois plus dans le dernier tir adverse que les Madrilènes, et en l'emportant même au niveau des expected goals. Malgré tout ça, c'est bien le Real qui a vaincu 2-1 grâce à quelques accélérations fulgurantes signées Vinicius, et grâce au sang-froid ensuite de Benzema et Asensio. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Intuitivement, on peut quand même penser que si un Ajax en forme est chez lui, a pas réussi à battre un Real hésitant, ça va être très dur de renverser la situation demain, surtout qu'il faudra marquer au moins 2 fois, mais sur la forme récente, il y a des motifs d'espoir. C'est pas exactement le même niveau d'opposition que les Redivisie bien sûr, mais sur ces 3 dernières réceptions, le Real s'est incliné 3 fois. Contre Gérone, mi-février, puis bien sûr ces 2 classicos plutôt dominés, mais finalement lâchés, quand en face, l'Ajax lui n'a pas fait de détails. 5-0 contre le NAC Breda, 5-1 à La Haye, et puis 3-0 contre les ennemis jurés du Feyenoord en coupe. C'était mercredi dernier et c'est leur dernier match en date. Ils ont soufflé ce week-end et ils arriveront donc très frais à Madrid, alors que du côté du Real, en revanche, tu vas aligner ton 11 type pour la 3e fois en 7 jours. Un 11 qui est en plus amputé de ton leader de charnière, et même leader tout court, Sergio Ramos, suspendu,
pour moi c'est un vrai problème. Parce que déjà, simplement d'un point de vue purement qualité défensive et niveau de performance attendu, Nacho, qui jouera à sa place demain et qui avait déjà joué à la place de Varane au match aller, avait été catastrophique. Il n'est pas du tout à la hauteur, constamment pris dans son dos. Je me souviens de son intervalle, l'intervalle qu'il formait avec Carvajal, qui était systématiquement visé. Le Real perd beaucoup avec cette absence, et alors qu'un nouveau cycle démarre, on sent aussi que ce groupe a besoin de direction, d'une certaine poigne, d'un caractère qu'incarne parfaitement Ramos, et qui se diffuse pas particulièrement autour d'un Solari, par exemple. Alors c'est très difficile de donner un prono définitif sur l'issue de cette rencontre, mais pour conclure, t'as d'un côté un Real qui sort de 2 défaites contre le Barça, donc un niveau de motivation qui est au maximum, qui a la Champions League dans son ADN, qui a quelques prodiges en puissance, mais qui jouera aussi sans son leader défensif, qui commence à accumuler la fatigue, et qui a tremblé très sérieusement à l'aller. Et de l'autre, t'as l'Ajax, qui part avec une montagne à renverser, qui doit marquer au moins 2 buts, mais qui à mon avis a un vrai avantage mental. Parce que là t'as un groupe qui est à la fois libéré dans le sens où t'es obligé de prendre des risques, t'es obligé de te découvrir, t'es obligé de pas calculer, et ça tombe bien, parce que c'est leur jeu, mais qui en plus d'être libéré, est aussi décomplexé. Parce que t'as bien vu il y a 3 semaines que t'avais la qualité, t'avais ce qu'il fallait pour faire plus que rivaliser. Pour moi c'est un cocktail qui risque de nous offrir une très grosse surprise. Alors évidemment c'est pas le plus probable, et je vous conseille d'ailleurs pas particulièrement de miser dessus, hein. Vous savez que mes pronos n'ont de pronos que le nom, et c'est plutôt un prétexte en vrai pour évoquer les rapports de force, parler un petit peu jeu, mais j'ai quand même jeté un coup d'œil aux côtes, et quand je vois ça, je trouve qu'on sous-estime vraiment l'Ajax, que personnellement je vois bien faire l'exploit d'ailleurs que la Juve était tout proche de réaliser l'année dernière, au Bernabéu. Et donc, prono, c'est que je vois un but de Vinicius pour lancer les hostilités, mais je vois ensuite un match très explosif et un énorme choc avec la sortie prématurée du tenant du titre, 4-2 pour l'Ajax. On passe très rapidement maintenant sur ce qui est objectivement, et quand on décontextualise un peu, une superbe affiche, mais qui a un petit peu perdu de son attrait depuis le match aller, c'est bien sûr Tottenham-Dortmund. Alors à Wembley, souvenez-vous, Pochettino avait livré une leçon d'ajustement tactique, c'était les fameux clips vidéo montrés dans les vestiaires à la mi-temps, et l'inversement des positions de Winks et Sissoko notamment. Résultat, des débats plutôt équilibrés se sont transformés en une vraie boucherie, et grâce à une prestation XXL de Vertonghen, Tottenham l'avait emporté 3-0, et donc pour faire vite, et malgré une prestation pas totalement éblouissante contre Arsenal ce week-end, je les vois pas craquer. Dortmund, qui sort d'une défaite contre Augsbourg vendredi, sera d'ailleurs à mon avis pas fâché de concentrer toute son énergie sur la Bundesliga, d'autant plus que le Bayern est revenu à égalité de points. Alors je vois quand même une victoire du Borussia, on va dire 2-1, et ce sera dans un Signal Iduna Park toujours très fidèle, toujours très loyal, et toujours très fan de ces très belles nuits européennes. Une victoire 2-1 donc, mais forcément un succès trop court, et je dirais même, petit prono supplémentaire, je dirais même trop tardif pour espérer quoi que ce soit. Une victoire insuffisante donc qui signalera la fin de leur parcours européen. Et puis enfin, le match qui concentrera toute notre attention de Français. Mercredi, c'est évidemment Paris-Manchester. Alors le premier truc à dire, c'est que c'est une rencontre qui est passionnante déjà en dehors des terrains, où on est passé quand même en quelques mois à peu près par tous les états. Tirage favorable, à l'époque Mourinho, Cador redoutable sous Solskjaer, et puis un adversaire dont les faiblesses sont devenues apparentes, face à des Parisiens brillantissimes au match aller. On est passé par tous les états, mais on semble s'être désormais stabilisé autour d'un consensus. Parce que si le PSG pourra pas compter sur Neymar, et ça on le savait, ni sur Cavani, là c'est plus récent, l'infirmerie d'United, elle, est pleine à craquer. Matic, Herrera, Mata, Lingard, Sanchez sont tous forfaits, Martial est extrêmement incertain, et puis bien sûr Pogba est suspendu. Les conséquences de cette hécatombe, c'est un 11 significativement diminué, qui devrait voir les titularisations de Scott McTominay, d'Andreas Pereira, ou encore Diogo Dalot. On est a priori quand même assez loin du calibre Ligue des Champions. Alors bien sûr, ça reste du foot, donc il ne faut jamais sous-estimer l'imprévisibilité, ça reste un 11 contre 11, et ça reste un match avec beaucoup d'enjeux, donc il y aura forcément de la motivation en face. Il y a aussi un démon à vaincre pour les Parisiens, et on peut imaginer que le spectre de la remontada pourrait s'agiter en cas d'entame ratée par exemple. On peut mobiliser quelques arguments, mais personnellement j'y crois pas. À l'aller, Tuchel nous avait offert une leçon de contrôle et de patience. Il avait coupé l'herbe sous le pied d'United en faisant bien attention à ne jamais créer des conditions de jeu Première Ligue. Pas de transition jouée vite, pas de folie, très peu de verticalité, un tempo lent et précis, face à un Solskjaer que je trouve beaucoup moins inspiré dans l'approche d'un match, dont à mon avis le registre tactique est encore assez peu vaste et qui en plus jouera sans la moitié de ses cartouches. J'imagine une rencontre que Paris tentera peut-être d'endormir, ou de dominer tranquillement. Voilà, je me représente pas nécessairement une gifle ou un match très très emballé.
je vois pas une démonstration spectaculaire, mais plutôt une prestation autoritaire. Et donc une victoire de ce PSG Made in Tuchel, cette force tranquille, une victoire à nouveau 2-0. Et bon, si je devais ajouter quelques points supplémentaires, je dirais qu'un des chantiers principaux pour que cette rencontre ne s'enflamme jamais, ce sera de surveiller Lukaku, qui revient bien, qui a mis un doublé très important contre Southampton ce week-end et qui sera le fer de lance d'United mercredi soir. C'était pas le cas au match aller, où il avait joué que 6 minutes à la toute fin, donc il y a peut-être un peu d'adaptation à prévoir de ce point de vue-là. L'enjeu pour le PSG ce sera aussi de limiter le nombre d'avertissements et d'arriver en quart sans aucune suspension, parce que je trouve que tu as un effectif intéressant, mais qui me semble quantitativement assez limité. Voilà, il faut pas trop l'étirer, et là il me semble que tu as Verratti, Kerrer et Bernat, même Draxler, qui sont sur le coup d'une suspension, donc faudra faire attention aux cartons jaunes. Enfin, j'imagine que pour United, qui est engagé dans une course au top 4, vraiment passionnante en Angleterre, l'enjeu sera aussi de ménager ses forces avant d'affronter Arsenal dimanche, une rencontre absolument décisive qui pourrait encore faciliter la tâche des Parisiens. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite preview Ligue des Champions. Et alors comme vous savez, je vous incite pas particulièrement à parier, je considère pas non plus que la partie prono de cette vidéo soit la plus intéressante, mais j'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose ou que ça vous a peut-être un peu hypé pour les rencontres de cette semaine. Je pense que j'espère tout simplement que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. La dernière fois, vous aviez été particulièrement incroyable et ça avait propulsé ma vidéo dans l'onglet Tendance de YouTube France, ce qui est plutôt rare. Donc déjà, merci. Et voilà, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. De notre côté, il nous reste pas grand chose à nous dire, à part peut-être bonne soirée, bon match. On se retrouve bien sûr mercredi matin et jeudi matin pour les débriefs de ces rencontres Ligue des Champions. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.